Lundi 11 septembre de l'an 2017. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Élèves et écoliers vont bientôt reprendre le chemin des classes au Bénin. Les vendeurs proposent depuis quelques semaines déjà les fournitures scolaires aux parents. Dans les écoles, le dépoussiérage des bancs et tables a également démarré, mais les parents sont tristes. La morosité économique qui secoue actuellement le pays ne leur facilite pas vraiment la tâche. La crise qui secoue actuellement le Togo nous intéresse dans le débat avec Paul Arnaud Degueno, directeur général de Bénin Web TV. Nous reviendrons sur les tenants et aboutissants de cette crise. Ils sont nombreux les Togolais à descendre dans les rues de Lomé et autres. Les Togolais exigent le départ de leur président. Dans la capitale également de la sous-région, le mouvement est suivi par les Togolais de la diaspora. Franchement, il faut qu'on en parle. Dans la une des journaux, Kader Achirou nous parlera de quoi? Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons entre autres de la descente de l'AIC dans le Borgo à Libori, de l'affaire Bébécom qui fait à nouveau la une des journaux ce matin et de la police qui a neutralisé des malfrats dans la commune d'Abomey-Calavi. Aude Guézoudi est également présente pour nous présenter le journal. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, nous parlerons du débordement du fleuve Mono et de la foire semencière de dégustation qui a pris fin hier. Dans l'actualité sportive, nous reviendrons sur les écureuils locaux. Ils sont actuellement à Accra pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou à nouveau, bonjour. Alors, bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. La nation titre en manchette ce jour, construction de l'aéroport de Glodjibé, la libération du site préoccupe. Toujours avec le quotidien national d'information, production cotonnière, le Borgo s'engage à reprendre sa place datant grâce à l'AIC Fraternité. Descente de l'AIC dans le Borgo à Libori, l'intensification de la production cotonnière en marche, le fruit du professionnalisme de l'AIC, constate le confrère Affaire Bébécom, Issa Salifou. Il faut nous aider à sauver les milliers d'employés réduits au chômage. Le matinal, appui aux forces de défense et de sécurité, le gouvernement offre 30 pick-up. L'informateur, pour des raisons d'ennui judiciaire, le personnel de Puma Énergie en congé. Toujours avec le quotidien L'Informateur, pour une prise en compte des valeurs du centre et de la cohésion nationale, le mouvement Espoir du Bénin de François Adebayo Abiola s'engage à travailler avec Patrice Talon. Le parti s'enracine dans le zoo. Le Télégramme, ministère de l'économie et des finances, encore un gré à gré autorisé par le ministre Romuald Wadaï, s'interroge le canard en manchette. La presse du jour, rentrée scolaire 2017-2018, 80 directeurs d'écoles privées publiques déchargés. Saliman Karimou affirme les primes de rentrée déjà virées. Report probable des classes pour 47 écoles inondées. Enseignants prêts, parents d'élèves perplexes. L'économiste, allégation mensongère à propos de Prostapi. Valatin Agon dément et clarifie. Toujours avec l'économiste, financement USAID pour la révolution verte en Afrique, le Bénin absent de la liste des pays bénéficiaires. First Info, supposée escroquerie de parcelles, Sefoufa Bon dénonce un acharnement contre sa personne. Le potentiel, rapport Doing Business 2017, création d'entreprise, le Bénin gagne 58 places. L'événement précis, dynamisation du parti des centristes et installation des cellules de base dans le zoo. Le mouvement Espoir et Abiola, sont prêts à soutenir le président Patrice Talon pour des valeurs du centre. Les pharaons, rapport Doing Business 2017, le Bénin progresse dans la protection des investisseurs. Le meilleur pour finir, remise des prix aux meilleurs lauréats du BEPC et du BAC dans la commune de Bopa. Le professeur Mathurin Kofi Nago célèbre l'excellence en milieu scolaire.
Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous allons passer à présent au journal avec Aude Guézoudje. Bonjour à tous et à tous. Le débordement du fleuve Mono a causé plusieurs dégâts matériels et 2 morts à Atiémé. Selon le chef service de développement local et planification de la mairie d'Atiémé, 4 arrondissements sur les 5 que compte Atiémé subissent depuis peu les affres de l'inondation. Ce phénomène a détruit plusieurs champs de céréales, de tubercules et a englouti des centres de santé et des écoles primaires de la zone. Ils sont 75 enfants à procéder ce week-end à la restitution de leurs acquis à travers sketch, interprétation, chorégraphie, défilés et discours sur des thématiques précises. Un changement de décor exceptionnel à l'Institut français de Cotonou qui a ravi les spectateurs présents. Ces enfants ont suivi pendant 6 semaines des activités mini-leaders initiées par Tatiana Kakoshishi qui nous explique ici le bien fondé de ces activités pendant les vacances. L'Institut français de Bénin. Nous sommes actuellement en train de faire la restitution des activités mini-leaders que nous avons eu à mener pendant 6 semaines. Actuellement, les enfants sont en train de faire des sketchs. Il y a de l'interprétation de chansons, il y a de la chorégraphie, il y a des discours qui ont été délivrés et même un défilé. L'idée, c'était déjà de pouvoir offrir aux enfants la possibilité de mener des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de mener tout au long de l'année. Le système scolaire ne prend pas en compte les activités culturelles et tout ce que nous sommes en train de faire. Et pendant les vacances, les enfants ont tendance à développer la boulimie télévisuelle. Télévision, jeux vidéo, Nintendo, et c'est tout un tas de jeux, parfois inutiles. Nous avons développé ces activités pour les occuper un peu et leur donner d'autres aptitudes dans la vie. Nous avons abordé des notions de leadership avec eux. Nous avons fait du développement personnel également. Ça a été l'occasion de leur parler, de leur dire des choses qu'ils n'entendent pas toujours. Nous avons eu en tout 75 enfants de toutes les régions. Tous les parents qui ont voulu inscrire leurs enfants, c'est tout un mélange. C'est juste qu'il y avait une tranche d'âge de 7 à 17 ans. Bon, nous avons normalement, après cette activité, pendant l'année scolaire, nous avons le club de lecture et d'art oratoire pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. Et dès les vacances à venir, nous allons rééditer une autre édition. Le problème, c'est que chaque fois, pas le problème, ce qui est bien dedans, c'est que chaque fois, nous améliorons, nous portons de nouvelles idées, de nouvelles occupations pour les enfants. La foire semencière de dégustation des mets anciens a pris fin hier au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, une initiative de l'ONG Jinoukoun qui vise à valoriser les semences aimées du Bénin et à lutter contre l'importation au Bénin. C'est aussi l'occasion pour toute la population béninoise de découvrir les variétés de semences paysannes de quelques pays voisins tels que le Togo, le Mali et bien d'autres. Reportages. Consommer Made in Bénin et améliorer la sécurité alimentaire sont entre autres les objectifs visés par l'ONG Jinoukoun en organisant cette foire semencière et de dégustation des anciens mets. Le président de cette organisation explique que les semences doivent être protégées et préservées afin de garantir le patrimoine génétique du Bénin. Vous mangez de la salade, la laitue, c'est devenu... C'est rentré dans notre habitude. On mange du chou, on mange des carottes, betteraves. Ça rentre de plus en plus dans nos habitudes alimentaires. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir les semences de laitue, de carottes, de betteraves, de chou, nous dépendons de l'extérieur. Pour le grand nombre. On dépend d'Asie et d'Europe. Or, des efforts se font au Bénin et dans la sous-région pour produire toutes ces semences-là. Et on ne le sait pas. Et c'est pourquoi nous avons demandé à nos collègues de tous ces pays-là, du Sénégal, du Mali, qui font cet effort-là pour produire les semences, de venir les montrer. Et de dire qu'il y a un travail important qui se fait et que nous luttons pour que nous devenions indépendants en ce qui concerne les semences. Nous le sommes déjà
pour beaucoup de légumes. Boma, crin-crin, chayo, amaviver, on est déjà indépendant. Mais pour le reste là, il faut que nous devenions aussi indépendants. C'est pourquoi nous avons pensé à cette foire. Les semences OGM n'ont pas pénétré au Bénin. Nous savions, dans certains pays, avec la pression des organismes, des firmes, les paysans ont du mal à conserver leurs semences paysannes. Et nous savions bien que ces semences-là, que nous connaissons depuis la nuit des temps, depuis que moi-même j'étais enfant et jusqu'à présent, ces semences ont résisté. Vous savez aussi qu'une semence qui reste seulement au champ, une semence dont les produits ne rentrent pas dans l'alimentation quotidienne de la population se perd. Et c'est pourquoi, au lieu de faire une foire semencière, tout simplement, nous avons fait une foire semencière accompagnée de la dégustation des mets anciens. Plusieurs stands ont été mis en place pour valoriser nos semences paysannes afin de permettre aux visiteurs et à toute la population de promouvoir cette richesse de la sous-région. Le Bénin dispose d'assez de semences et nous n'avons pas besoin d'importer des semences pour l'agriculture. Avec les semences que j'ai vues ici aujourd'hui, le Bénin peut s'autosuffire en alimentation. Comme invité d'abord par l'ONG Djinoukoun, qui aussi mène une action dans le cadre de préserver les nutriments de la terre, aussi d'amener les gens à opter pour le bio. Donc nous avons accepté et nous attendons que la population sorte massivement pour venir découvrir les nombreux produits qui sont sur les stands. Après l'exposition des produits, les organisateurs ont savouré les divers plats présentés et lancent un appel à toute la couche de la population à consommer les produits naturels et sains. Le voile, très souvent associé aux femmes, est présent dans la religion chrétienne et principalement dans la religion musulmane. C'est un vêtement qui permet de couvrir une partie du corps féminin. Un tour au marché d'Antokba nous a permis d'en savoir un peu plus sur ces voiles. Reportage. Le voile est un vêtement traditionnel ou religieux destiné généralement à masquer tout, une partie du corps et parfois du visage d'une femme. Présent notamment dans les traditions chrétiennes et surtout musulmanes, il prend de multiples formes souvent fabriquées dans un tissu léger et provient de différents pays. Dubaï, Lomé. Et non, musulman les noirs, chrétiens les sous chrétiens les non pour monoser ba chona musulman les non hot town et des temps il faut là et des non hot town et des hommes non satan. Les prix de ces voiles de diverses catégories varient selon leur qualité et leur provenance. Les revendeuses, comme dans tout commerce, rencontrent de multiples difficultés. Faut aider quoi ton foulard final de 2500 de 3000 et des câbles 15000 et des boy 20000. Arrière mais on est à voir pour les noirs en péalo de l'étude en péalo. Nous si ça ouvert quoi le tour mais et non vers autant tu me non péalo bonoyi. Toutefois, le voile est propre à chaque contexte culturel ou religieux. Il renvoie à l'image qu'il convient de donner de soi. Le port de voile masque parfois les différences sociales. Le drame du 8 septembre 2016 à Avamé dans la commune de Toribocito reste encore présent dans les esprits. Ainsi, en hommage pour les victimes de ce drame, le conseil communal de Toribocito a organisé vendredi dernier une messe qui a marqué le premier anniversaire de ce triste événement. Occasion aussi pour les autorités communales de faire le bilan de cette année passée. Nous reviendrons sur les images dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Gézodier, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous allons passer à présent au débat et nous parlerons donc de la crise au Togo.
Le débat sur Free Matin par Arnaud Degueno. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le directeur général de Beneweb TV et puis Kader Achirou. Vous êtes également là pour le débat. Nous parlons donc de la crise au Togo, une crise qui ne peut pas nous laisser indifférents. Tout à fait. Puisque quand ça pète au Togo, nous ressentons les odeurs ici. Tout à fait. Effectivement. Donc cette crise, qu'est-ce qu'elle vous inspire en fait? En fait, la crise au Togo, c'est un peu comme les mêmes choses qui se répètent. Parce que cela fait plus de 10 ans que l'opposition réclame la même chose. Et qu'est-ce qu'elle réclame? Le retour à la Constitution de 1992. En réalité, c'est quoi exactement? Le 31 décembre 1992, le peuple togolais est allé au référendum. Et ils ont décidé de changer de constitution. Donc à 97%, ils ont voté une nouvelle constitution qui prévoyait un mandat de 5 ans renouvelable une fois, et puis un mode de scrutin présidentiel unimodal à 2 tours, un peu comme cela se passe au Bénin. Et en ce moment, c'était Père Yassingbe qui était en ce moment au pouvoir. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2002, Feu Père Yassingbe, voulant s'éterniser en griffe au pouvoir, décide de changer cette constitution et convoque le peuple encore au référendum. Et finalement, une nouvelle constitution a été votée. Et cette fois-ci, cette constitution, un peu comme pour baliser le terrain à son probable successeur, décide à ce que l'âge minimum pour briller la fonction présidentielle passe de 45 ans à 35 ans. Et finalement, au terme des élections de 2003, Feu Yassingbe a été réélu. Mais en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Victime d'une crise cardiaque, il décède. On était le 5 février 2005. Et c'est là que finalement Faure intervient, puisque en ce moment, il était ministre sous le régime de son papa. Donc, le 5 février, à l'annonce de la mort de Feu et Adéman, l'armée prend le pouvoir. Donc, les militaires décident de confisquer le pouvoir. Ils barricadent et ferment toutes les frontières, puisque dans cette nouvelle constitution qui a été votée donc en 2002, c'était que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait briguer le pouvoir, qui devrait prendre le pouvoir au décès du président. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en ce moment, le président de l'Assemblée nationale n'était pas au pays au moment du décès de Yassingbe. Et donc l'armée a décidé de fermer les frontières, empêchant le président de l'Assemblée nationale de venir. Et on l'a même exilé à Cotonou. Et ils ont décidé de faire appel à un constitutionnaliste français qui, malgré qu'il y a eu la fermeture des frontières, est quand même descendu à Lomé et a réussi à modifier la constitution pour permettre à Faure finalement de prendre le pouvoir. C'était en février 2005, le 5 février 2005. Mais sous la pression internationale, Faure, 18 jours plus tard, décide donc de laisser le pouvoir et a décidé donc d'organiser des élections. Donc il a décidé de laisser le pouvoir et il a convoqué des élections au cours de laquelle finalement il a été élu. Et nous savons dans quelles conditions cela s'est passé, puisqu'on a vu les images, on a vu des urnes qui ont été transportées, etc., etc. Et finalement, en 2010, il a été réélu une seconde fois, et en 2015, il a été réélu une troisième fois. Et donc, durant toute cette période, l'opposition n'a fait que demander les mêmes choses sans pouvoir y parvenir. Et qu'est-ce que l'opposition demande toujours? Donc, c'est le retour à l'ordre constitutionnel de 1992 et le départ de Yassingbe, de la dynastie Yassingbe du pouvoir. Et ce que ce que la presse internationale a plus relayé, c'est la marche du 19 août dernier. Seulement que les gens ont oublié, enfin, les gens ont passé inaperçu que le 19 août a été la goutte d'eau, puisque la crise sociale a commencé depuis février 2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, ou bien le président actuel, Yassingbe, a fait ses campagnes sous des promesses sociales. Donc, le président Faure a promis à son peuple qu'au terme de ce nouveau mandat, qu'il allait beaucoup plus œuvrer sur le plan social.
C'était en 2015. Mais 2 ans plus tard, les Togolais se disent que rien n'a vraiment changé sur le plan social. Et mieux, en février donc 2017, le gouvernement togolais a décidé d'augmenter les prix à la pompe. Et donc, en l'espace d'1 mois, il y a eu une double augmentation des prix à la pompe. Et le dernier, donc, c'était en février 2017, où l'État a décidé d'augmenter les prix à la pompe de 10%. Donc, ça, pour les Togolais, ça a été vraiment la goutte qui a débordé le vase. Et moi, je me rappelais, puisqu'en ce moment, on était parti pour un reportage à Lomé, et difficilement, on a pu sortir du pays. Donc, toutes les routes étaient barricadées, il y avait les taxis motos, les émigrants, etc. En tout cas, c'était une vraie crise sociale. Donc, l'État, pendant un bon moment, a toujours contenu ces manifestations, mais malheureusement, vous savez, plus ça se répète, finalement, vous finissez par ne plus réussir à contenir la foule. Donc, c'était ça qui a causé donc, la marche du 19 août dernier, avec désormais le célèbre Tipi Achadam, qui est devenu maintenant le nouveau leader de l'opposition au Togo, togolaise. Donc, voilà un peu comment la crise est née. Aujourd'hui, l'opposition réclame le départ de Yassingbe et le retour à la Constitution 92. Seulement, cette opposition, c'est ça qui me gêne un peu dans la lutte au Togo. C'est-à-dire qu'elle ne réussit jamais à savoir, à identifier ce qu'elle peut obtenir. Demander aujourd'hui le départ de Yassingbe, pour moi, c'est presque de l'utopie. Parce que voilà un président qui a été élu de façon constitutionnelle, donc légale et légitime, qui n'a pas fait preuve de parjure, qui n'a pas vraiment fait quelque chose, une faute lourde, exactement. Et on réclame son départ. Sur la base de quoi Yassingbe va laisser le pouvoir? Alors, vaut mieux que 2 tueras demain. Dans la foulée, le régime de Faure a décidé d'adopter un avant-projet de loi pour réviser la Constitution. Puisque vous savez, actuellement, l'Assemblée nationale, ils sont en vacances. Donc, la nouvelle session est prévue pour octobre prochain, la session parlementaire. Donc, le régime a décidé de convoquer l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire pour adopter un projet de loi portant modification de la Constitution. Puisque ce qui est vraiment voilà. Puisque ce qui est réclamé, c'est la modification des articles 59 et 60 qui définit le nombre de mandats présidentiels et le type de scrutin présidentiel. Donc, pour moi, l'opposition a mieux à faire, a déjà au moins contraint le pouvoir à aller au moins sur ça, puisque c'est déjà aujourd'hui au moins un acquis, que de vouloir réclamer le départ de Faure, puisque nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, Tiki Akpadam est pratiquement, je ne vais pas dire en exil, mais vous savez que dans les manifestations, il y a eu un bureau de la police qui a été vandalisé, des armes ont été... Voilà, donc aujourd'hui, ce leader est recherché. Donc il aura du mal tout de suite à se présenter encore de façon publique, il sera tout de suite arrêté. Donc progressivement, s'il n'arrive pas à déterminer de façon claire ce qu'elle veut, la lutte risque de s'effriter. Voilà un peu ce que... Kader, vous avez suivi un peu les Togolais. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu tant de Togolais dans les rues, un peu partout. Au Sénégal, on a eu des images en France où ils réclament vraiment le départ de leur président, également le retour à l'ordre constitutionnel. Et tout ça, qu'est-ce que vous pensez à quoi lorsque vous voyez tout ça? Je pense que, comme à l'issue de l'analyse faite par mon confrère, je dirais qu'avec ça, c'est issu de la médisance, de la jalousie. Parce que Faure qui est là aujourd'hui, Faure est légitimement président de la République. Il a été président à la base de la constitution togolaise. Et l'Assemblée nationale, qui en son temps, sous Yassingbe Père, a validé le projet constitutionnel de l'époque, validant la non-limitation du nombre de mandats et, comment on appelle, le scrutin à un seul tour. Alors, si l'Assemblée à l'époque avait validé cela, où était l'opposition en question? Est-ce que l'opposition, même si aujourd'hui, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, même si l'opposition veut vraiment modifier cette constitution et que Faure décide de proposer le test, est-ce que l'opposition en question a la majorité au Parlement pour faire valider ce dossier? Je pense que c'est un échec. Et l'autre problème qui se pose selon moi... Donc si Faure a la volonté, ça peut se valider. Si Faure a la volonté, ça peut se valider, encore que, vous savez, le pouvoir reste ce qu'il est en Afrique chez nous. Et l'autre problème qui se pose, c'est le départ. Le départ coûte que coûte, qu'on dit, en griffe, la dynastie Yassingbe. Si la dynastie Yassingbe part du Togo aujourd'hui, je pense que le Togo repart encore
disons, en quelque sorte à l'étape de 1960, où il y aura quand même un sévère coup. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, nos présidents ont quand même du mal à, comment on appelle, poursuivre l'œuvre entamée par les prédécesseurs. Les concepts sont souvent les mêmes, ceux de rupture, de changement, de nouveaux départs et autres. À telle enseigne qu'on n'arrive réellement pas concrètement faire quelque chose parce qu'on se dit qu'on ne veut pas marcher dans la politique de son prédécesseur, on ne veut pas marcher dans la dynamique de son prédécesseur et au finish on reprend encore pas les mêmes choses, on reprend encore avec les mêmes choses, avec les mêmes personnes, avec le même système, ce qui in fine donne toujours le résultat qui n'est pas celui ou bien tant attendu par les populations. Concernant la politique sociale du président Faure, on peut dire peut-être que il y a quelque chose peut-être comment on appelle, à faire observer au niveau de cette politique, mais dans le même temps, il faut reconnaître que sur le plan d'infrastructure, le président quand même a fait quand même de grands efforts. Quand vous allez au Togo aujourd'hui, vous êtes quand même fiers, vous dites, mais voilà le Togo, voilà des voies bien larges, des voies XXL qui n'ont rien envié quand même à ce qu'on nous trace ici. Et l'éclairage, il faut le dire, c'est quand même... Mais tout ce que vous dites, là, le Togolais autochtone vous dira que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils disent en fait, parce que vous rencontrez le vrai Togolais. Il va vous dire, vous êtes des Béninois, vous lisez de l'extérieur. Je suis, en parlant, je suis 50% de Togolais. Et je peux vous dire qu'il a quand même fait beaucoup. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de personnes. C'est pas le problème de la gestion. Non, pas franchement, parce qu'il y a des problèmes de chômage, d'emploi, où c'est les mêmes. Il y a des problèmes au Togo. Dans quel pays il faut le dire, moi je viens au Togo, je vois un peu l'ambiance qui règne au Togo et au Bénin. Non, c'est pas la même ambiance du tout. Le problème qui se pose, c'est un problème vraiment plus profond. Est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui... Moi, je pense que Faure peut mieux faire. Faure peut franchement mieux faire s'il veut. Tous les présidents peuvent mieux faire. Mais le problème, il y a des problèmes. Il y a la carrure pour le job, voilà, il est quand même intelligent. Mais le problème, c'est qu'un président va pouvoir faire ce qu'il peut. Il donnera toujours le meilleur de lui-même, mais il n'arrivera jamais à donner de façon excessive. Il ne sera jamais parfait, le bilan n'est jamais aussi parfait. Dans le même temps, je pense que Faure fait tout ce qu'il peut pour quand même garantir un mieux-être pour les Togolais. Et je précise que cette crise, la crise de l'opposition aujourd'hui, et c'est une crise qui va, même si elle se calme aujourd'hui, vous allez voir qu'elle va se réveiller après, tant qu'il n'y aura pas un autre nom qui va prendre le pouvoir, il y aura toujours cette crise parce qu'on se dit en fait que le trône c'est comme un héritage. C'est la même crise qu'on a vu. On a vu le président Obasanjo qui a dit que Faure n'a plus rien à justement. Et c'est là, moi, toute mon inquiétude. Vous savez, regardez comment cette crise a été relayée par la presse internationale. Moi, dès que la presse... Alors que la connexion a été coupée à Lomé, il faut le dire, au Togo. Donc, dès que la presse internationale commence pas à s'occuper d'une affaire, moi, ça me fait, surtout la presse française, ça me fait peur. Parce que qu'est-ce qui se passe au Togo? Aujourd'hui, c'est indéniable. Quand vous prenez le bilan de Faure, c'est clair que ça saute à l'œil. Faure a transformé son pays. Même si c'est en plusieurs nombres d'années, dans tous les cas, Faure a transformé son pays. A été fait. Aujourd'hui, on voit un peu comment le port de Lomé est. On voit la gestion au niveau du port de Lomé, on voit la gestion économique du pays. Donc ça ne trompe pas l'œil. Même si aujourd'hui, quand vous allez un peu dans le fond de Lomé, on voit quand même que la misère perdue, ce qui est normal, et c'est dans presque tous les pays africains. Donc aujourd'hui, moi j'ai comme impression qu'on fait tout pour Saint-Jean. C'est un peu comme si Faure aujourd'hui ne sauvegarde tous les intérêts. Sa tête gêne. Sa tête gêne. C'est tout. Parce qu'il aurait décidé de mettre un peu plus de la transparence dans la gestion du pays. De ne plus donner un peu comme cela se faisait avant, des choses un peu trop faciles aux gens. Enfin, bref, c'est un peu ce qui se dit aujourd'hui. Et quand vous analysez bien la façon dont la presse internationale traite l'information du Togo, alors vraiment, ça fait un peu peur. Et je me dis, est-ce que Faure pourra vraiment s'en sortir? Mais à condition justement que des gens comme des anciens présidents comme Obasanjo ne viennent se mêler dans des crises qui ne les concernent pas. Parce que moi j'ai été gêné. J'ai été très gêné. Vous avez suivi un peu? Bien sûr, j'ai été très gêné de voir donc cet ancien président demander à Faure de quitter le pouvoir. Et justement, je l'ai dit tout à l'heure, sur la base de quoi il va quitter le pouvoir? Est-ce qu'il suffit juste qu'une frange de l'opposition demande X ou bien demande Y pour qu'on demande au président de la République de quitter le pouvoir? Pour tous les présidents vont quitter le pouvoir si ça ne se passe ainsi. S'il suffit juste qu'une opposition arrive quand même à mobiliser
un peu de monde dans la rue. Ça veut dire que depuis Boni devait quitter le pouvoir même depuis 2013, depuis 2014. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à mettre fin. C'est vrai que nous prenons comment on appelle la démocratie, nous prenons l'état de droit, mais je pense que la démocratie ne rime pas à l'anarchie. Et il faut quand même essayer de faire contenir, même si parfois il y a des violences qui se font observer dans le rétablissement de l'ordre par les forces de l'ordre. Je pense qu'on peut peut-être applaudir cela parce que dans la mesure où, si on n'arrive pas à réglementer cela, l'opposition va quand même verser dans, je sais pas, dans une déstabilisation totale qui, les fois à venir, ne serait pas bénéfique pour le pouvoir qui va succéder. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas forcément. Si l'opposition arrive quand même à mobiliser au moins des centaines de mille de personnes dans les rues de Lomé pour pouvoir dire, pour exiger le départ d'un président, que le président n'a pas, ça veut dire que demain, dès qu'il y a un président qui quand même arrive à avoir... Mais cette marée là est quand même forte. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup de gens comme ça dans les rues depuis quand il y a mais c'est la stratégie de Tipeee. Franchement, c'est ça. Alors on se demande qui les finance finalement. Moi j'ai vu des Togolais se lever un peu partout. Qui finance le mouvement? C'est également notre interrogation. C'est ça que je vous dis, dans le cadre, c'est comme ce qui s'est passé autrefois au Gabon aussi. Le problème qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est pas une question de financement. En fait, on est africain et l'Africain n'arrive pas à concevoir que son papa a géré et non, forcément pour faire des il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui baille. Il faut bien qu'il y ait du financement. Même pour faire des regroupements comme ça, on a besoin d'argent. Et vous savez, évidemment, on a besoin. Oui, aujourd'hui, le gouvernement togolais reproche, condamne bien, il y a une action judiciaire qui est actuellement intentée contre Tipeee pour dire qu'il est financé par il est en train de créer un groupe religieux avec, bref, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc c'est ça un peu qui est reproché aujourd'hui à ce leader-là. Ce qui est sûr, il y a du financement parce que vous faites des regroupements comme ça, on a besoin oui, et quand vous voyez un peu la stratégie de Tipeee, c'est un monsieur qui fonde un peu sa stratégie sur les clivages sociaux. Donc, il a son fief dans sa région natale, et il essaye de faire montrer aux gens, qu'en réalité, tout leur malheur, c'est Yassingbe. Pas le pays, mais tout leur malheur, c'est Yassingbe. Donc, sinon pas ci, sinon pas ça, c'est Yassingbe. Et vous savez, la misère aidant, ils arrivent souvent à embobiner un peu la population. À monter le cerveau. Exactement. Donc, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un problème. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Tipeee aura du mal encore à venir, à se montrer publiquement. Et pour finir, par rapport aux anciens chefs d'État qui quand même se lèvent de part et d'autre pour dire quand même aux chefs d'État en exercice de quitter le pouvoir, je pense que c'est un manque de sagesse pour eux, parce que eux, en leur temps, quand ils étaient au pouvoir, eux aussi ils ont connu quand même des soulèvements. On a connu aussi comment eux aussi ils ont géré. Si c'est comme ça que tout le monde devait se lever tout le temps pour donner des leçons, je pense qu'en Afrique, principalement chez nous en Afrique, il n'y a aucun chef d'État, mis à part comment on appelle celui de l'Afrique du Sud qui est décédé, aucun chef d'État n'est mieux placé pour donner des leçons à qui que ce soit, en matière de gestion, de crise sociale surtout, comment on appelle dans le pays. Donc je pense que l'idéal c'est quand même de laisser fort finir son mandat, son quinquennat actuel, et lors de peut-être de l'alternance prochaine, essayer de vouloir mettre toutes les bouchées d'eau pour que quand même le pouvoir puisse quand même changer de sens. Parce que si ça a été possible, ce serait possible. Parce que regardez par exemple, ce qu'il faut quand même essayer d'enlever, moi c'est pas le problème de limitation de mandat, mais c'est le fait d'aller quand même aux élections à 2 tours. Parce que quand on va à l'élection à un seul tour, c'est comme ce qu'on a eu au Bénin. Si c'est que l'élection était à un seul tour, ça veut dire que les gens étaient présents. Alors tant que la majorité au pouvoir a toujours au premier tour le fort taux. Donc tant qu'il y a le parti au pouvoir organise des élections, ils ont toujours le fort taux et automatiquement ils sont élus. Donc si cela est déjà enlevé, je pense que c'est déjà un état démocratique. Et ça ce qui est sûr, l'État est le meilleur allié. Et pour finir justement, aujourd'hui dans l'état actuel des choses, si Faure partait du pouvoir, comment vous imaginez le Togo? C'est vrai. C'est la vraie question. Toute la dynastie Faure partie. C'est là la vraie question. On a vu Kadhafi, on a finalement fait partie. Exactement. Ça donnait quoi? Dans tous les pays africains où on a décidé de chasser le président du pouvoir, on peut même prendre les gens du Mali à côté. Nous voyons comment ça se passe. Donc, décider aujourd'hui de faire partie Faure, c'est dans l'intérêt de qui? Et quand vous allez voir que c'est l'intérêt des multinationales qui vont encore profiter pour mieux gérer le pays, pour mieux saucisser le pays,
Exactement. C'est là tout l'enjeu. Et les Togolais doivent être beaucoup plus intelligents que ça. Parce que j'ai l'impression que le peuple togolais manque chaque fois d'intelligence. Il doit beaucoup plus se mettre en place une stratégie pour essayer de mettre des dispositions légales. Merci Kadra Chirou, Paul Arnaud Degueno, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le DG de Bénin Web TV. C'était le débat sur Frimatin. Nous avons parlé quand même largement de la crise au Togo. Nous y reviendrons certainement. Plus les événements, plus les images vont évoluer et qu'on aura d'autres actualités. Nous allons passer au sport avec Jonathan Adinsi. Nous parlerons donc des écureuils locaux qui sont à Accra pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. Free Sport, Jonathan Adinsi, bonjour. Alors, les écureuils jouent un match mardi prochain. Ils sont déjà à Accra. Ceci dans le cadre du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. Oui, la sélection béninoise qui a quitté Cotonou très tard dans la soirée de vendredi est arrivée à Accra samedi dernier vers 4 h du matin. Aussitôt, le groupe s'est dirigé vers la ville de Cape Coast située sur la côte. La sélection béninoise a pris quartier à l'hôtel de cette ville et il devra se préparer avant son entrée dans la compétition. Mais pour participer à la dite compétition, les écureuils locaux devront triompher le mardi prochain de la sélection capverdienne pour le compte du tour préliminaire. Ce n'est qu'après cette étape que le groupe dirigé par Oumar Chemogo entrera de façon effective dans la phase de poule. Pour rappel, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football est uniquement réservé aux joueurs évoluant sur le continent africain. Mercato, Diego Costa de retour à l'Atlético Madrid lors du prochain mercato hivernal. Oui, la presse espagnole affirme que Chelsea et l'Atlético Madrid font parvenir à un accord pour l'international espagnol. Alors que Diego Costa aurait perdu son casier au sein du vestiaire de l'équipe A de Chelsea et sa place de parking attribuée à un autre joueur, le joueur espagnol serait sur le point d'entrevoir une éclaircie pour son avenir. Indésirable chez les Bleus, il se serait entendu avec son ancien club de l'Atlético Madrid pour un transfert cet hiver pour un salaire avoisinant les 10 millions d'euros. La publication anglaise précise cette fois que Chelsea serait ouvert à la négociation et ajoute que les officiels du club madrilène devront rencontrer leurs homologues londoniens bientôt afin de trouver une issue favorable à tous. Quelques résultats des matchs des 5 grands championnats disputés ce week-end. Oui, nous commençons par la Ligue 1 avec le carton du Paris Saint-Germain 5-1 contre Metz. Monaco, sacré champion de France en 2017, tombe de haut à Nice 4-0. Et l'Olympique de Marseille n'y arrive toujours pas avec une nouvelle défaite concédée 3-1 à Rennes. Première Ligue à présent avec Arsenal qui se rassure face à Bournemouth 3-0. Même score pour Tottenham qui se défait d'Everton. Le choc opposant Chelsea à Leicester a tourné à l'avantage des Blues 2-1. Manchester United concède dans le match nul à Stoke 2-2. Et le carton de week-end revient à Manchester City qui a étrillé Liverpool 5-0. La Liga espagnole avec les matchs nuls du Real Madrid 1-0 à Levante et celui de l'Atlético Madrid 0-0 à Valence. Et le carton du week-end revient à Barcelone qui a atomisé l'Espagnol Barcelone 5-0. Passons à la Bundesliga avec un événement, la première défaite du Bayern Munich dans cette saison. Un revers concédé 2-0 face à Hoffenheim. Le Borussia Dortmund, orphelin de Dembélé, n'a pas fait mieux qu'un match nul contre Fribourg. Enfin, la Serie A avec la Juventus qui confirme son statut de grande favorite avec une victoire 3-0 face au Chievo. La Lazio Rome a surpris le Milan AC 4-1 et le Napoli qui imite la vieille dame aussi avec une victoire 3-0 à Bologne. Merci à vous, Jonathan Adinsi. C'était donc les sports. Et vous nous dites que nos écureuils vont jouer demain mardi. Oui. C'est bien ça, un match à suivre de très près. Oui. Parce qu'on pourra savoir si vous restez toujours à Accra pour continuer la compétition, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, on est de cœur avec nos écureuils, nos joueurs locaux du Bénin. Merci à vous donc, Jonathan Adinsi. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour notre numéro de Frimatin avec toujours le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.